Alors, je renouvelle mes vœux d'accueil aux 5 personnes qui sont là. Et c'est aussi un tournant, pas simplement parce que technologiquement on ouvre sur du mixte, mais parce qu'on a exprimé à un moment donné le désir de revenir sur des fondamentaux et redéfinir tout ce qui était de l'ordre aussi de notre éthique et de la compréhension que nous pouvons en avoir en travail social. Donc aujourd'hui, ce débat va être animé de la manière suivante. Frédéric et moi avons préparé une intervention chacun de notre côté. Cela nous prendra entre 35 et 40 minutes et ensuite, bien sûr, nous aurons l'occasion de débattre. Deuxième temps, un débat pendant peut-être une cinquantaine de minutes et nous finirons par essayer de nous donner quelques règles, quelques pistes à partir justement de ces échanges-là et de notre perception de l'éthique pour savoir comment agir, comment renforcer éventuellement nos actions actuelles, voire éventuellement en ouvrir. Donc le premier à prendre la parole, ça sera toi, Frédéric. Alors, d'abord, je dois préciser quelque chose, c'est que cette séance est enregistrée. Voilà. Et donc, évidemment, nous présupposons que nous avons votre accord. Merci. Et l'éthique dans les services à la personne, l'éthique dans le travail social, l'éthique parce que nous sommes un comité pour l'éthique dans le travail social. Donc il nous a semblé, quelques années après la création du collectif, utile de revisiter, on ne les a jamais vraiment visitées, ces questions. On est parti dedans parce que ça nous semblait des acquis, l'éthique, évidemment, est ce qui guide les militants que nous sommes et les gens qui réfléchissent au travail social, mais c'est l'occasion de faire le tour de la question, d'en tirer quelques conclusions, comme l'a dit Eric, pour notre collectif. Alors, moi, de quoi on parle? D'abord, on parle de l'éthique en direction des personnes vulnérables. C'est-à-dire que la vulnérabilité, ce n'est pas le travail social en général. Le service à la personne, il est largement marqué par la question de la vulnérabilité et de la présence de quelqu'un à côté d'une personne vulnérable. Et je vous rappelle une des définitions de l'éthique que apparemment je partage avec Philippe Pétry, parce que j'ai vu qu'il avait pris la même référence sans qu'on se rende compte, c'est évidemment la définition de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, grand philosophe protestant, je précise, c'est-à-dire avec une certaine vision de l'éthique, il définit l'éthique de la manière suivante: une visée de vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Et il ajoute, un peu plus loin dans ses écrits, dire soi n'est pas dire moi. Soi implique l'autre que soi. Ça définit bien le cadre dans lequel on est quand on parle d'un service à la personne. Tout d'abord, je voudrais souligner, après avoir fait cette définition qui ne m'est pas personnelle, mais qui est celle dans laquelle je me reconnais, de l'éthique, je voudrais préciser la différence avec la déontologie. Parce que très souvent, on mélange les deux. La déontologie sont souvent rapprochées dans les textes, par les managers, par des institutions, tout le monde met ça dans le même sac. Et pourtant, et si vous lisez par exemple l'article 311.2 du Code de l'action sociale et des familles, vous trouverez que c'est presque indifféremment posé. L'éthique relève d'un questionnement relatif à l'attitude à tenir dans certaines situations concrètes où plusieurs valeurs entrent en conflit. La déontologie, c'est les devoirs qui s'imposent à un professionnel en référence à un code, à une catégorie professionnelle. La déontologie répond plus au travail social, l'éthique répond plus aux valeurs qui guident le travail social. Toutes les deux agissent au sein du travail social.
Et je vous propose de ne pas mélanger les deux. Deuxième point, quelles sont les sources d'inspiration de l'éthique dans le service à la personne? Alors, je dirais qu'il y a 3 sources. Ça, j'ai fait que balayer les différentes définitions de l'éthique ou les différents apports de philosophes, de sociologues, etc. L'éthique personnelle, la mienne, la vôtre, individuelle, celle qui nous guide dans le choix d'un métier de l'humain. Parce que ce sont des métiers de l'humain, qui n'est pas un métier technique, on ne fabrique pas des tracteurs, etc., etc. Empathie, dévouement, attention à l'autre. Elle rejoint ce qu'on peut nommer l'éthique de la conviction. La deuxième source, c'est une éthique du travail social que nous abordons ce soir après moi et qui rejoint celle qu'on pourrait amener l'éthique de la responsabilité. Et la troisième, c'est une éthique spécifique au service de la personne vulnérable et qui rejoint celle qui se développe de plus en plus, qu'on appelle l'éthique de l'autonomie. Rester autonome, donner les conditions de l'autonomie, respecter l'autonomie, etc. J'ajouterai une 4e source d'éthique, qui est une 4e source d'inspiration, qui est la critique de l'éthique par les alternatifs, les militants, les contestataires, les rebelles, les syndicalistes. Elle est une source d'inspiration, mais elle ne fonde pas véritablement une éthique. Elle se prononce par rapport à une bonne ou mauvaise utilisation de l'éthique ou des abus dans la manière d'utiliser l'éthique. C'est ce que Michel Chauvière, qui a écrit là-dessus, appelle le faux nez de l'éthique, le fait d'utiliser l'éthique. Il nous faut donc naviguer entre ces 4 sources. Mais pour bien les naviguer, il faut les analyser une par une. Pour ma part, je suis chargé de m'attacher à celle du service à la personne. Je n'aborderai pas le faux nez de l'éthique, car je ne veux pas partir de la défiance a priori du concept. Je préfère me laisser porter par le concept de l'éthique. La dénonciation des excès et autres viendra après, quand nous aurons fait le tour. L'éthique dans les services à domicile, et en particulier personnes âgées. D'abord, si on dresse le tableau, la situation, le paysage, en ce qui concerne l'éthique dans ces services, on constate qu'il y a une contradiction entre le fait qu'elle est très présente et très encadrée au niveau des agréments. Je ne parle pas du service ménage-repassage que fait Shiva ou les boîtes. Je parle vraiment de gens qui travaillent pour l'autonomie en direction des personnes âgées, handicapées, enfants, etc. Et paradoxalement, elle est très encadrée par des notions au niveau des agréments et par contre, très peu de formation des intervenants. Pour compléter le paysage, il y a peu d'outils à disposition et il y a très peu de comités d'éthique dans les milliers de services à la personne ou les services de soins. Il y en a un peu, ça est en train d'être dans les EHPAD, parce qu'ils savent que c'est une obligation très forte et qu'ils sont sous les feux de la rampe, mais dans les associations, c'est le conseil d'administration, composé de bénévoles, qui tient lieu de surveillants éthiques. Autant dire que c'est très faible, parlons clairement. Donc, à ça, on peut ajouter que l'éthique nécessite du temps et que ce temps disponible est rarement présent dans la manière de travailler. Et il n'y a pas non plus une prise en compte salariale suffisante du temps de l'éthique. Donc, quand on regarde le paysage, on voit que c'est un chantier en travail, qu'il faut creuser, lancer, il faut avoir. Les grands principes qui nous guident.
c'est l'humanité, la dignité, citoyenneté et le respect des potentialités de chacun. C'est d'ailleurs ce qui guide une vision humaniste et, je dirais presque socialiste ou communiste de l'homme, que chacun puisse donner toutes les potentialités dans un monde où les inégalités les empêchent de s'exprimer. La deuxième, c'est les droits effectifs. Avoir un accès aux droits et aux aides. Le troisième, c'est l'écoute. L'écoute de la personne. Le quatrième, on en a beaucoup parlé, c'est l'autonomie. C'est la loi de 2002, c'est le choix. Le cinquième, c'est la lutte contre l'isolement et pour qu'un lien social existe toute la vie, à tout moment, dans tous les contextes. Le sixième, des grands principes que je pose, c'est le respect du choix de vie chez soi, à domicile, dans un EHPAD, dans une résidence ou dans un habitat inclusif, qui est un nouveau concept qui est en train d'émerger, qui est plus innovant et qui est complémentaire. Je dirais, il ne faut pas l'opposer à l'établissement médico-social, mais il faut le vivre comme complémentaire. De nombreuses expériences se développent, elles correspondent pour certaines personnes à leur volonté de choix de vie. Le septième ou huitième, le septième, c'est la coopération avec l'environnement familial et les proches. C'est-à-dire que chacun a ou n'a pas, mais a un aidant, des aidants, et il faut donc intégrer l'aidant dans un esprit de coopération. Pas le vivre comme un concurrent ou comme un incapable, ou voilà. Bon. D'ailleurs, l'État a créé la semaine nationale des aidants. Le suivant des principes, c'est l'avant-dernier, c'est la maltraitance. La maltraitance est devenue maintenant une notion qui a une définition européenne. On dispose en France d'une commission nationale de lutte contre la maltraitance, et donc il faut savoir repérer et lutter contre la maltraitance. Et enfin, le dernier, qui ramène évidemment au contexte global de notre collectif d'éthique dans le travail social, c'est le respect et le soutien aux professionnels, qui n'est pas seulement la qualité de vie au travail, qui est dans toutes les entreprises, mais qui n'est pas seulement l'évolution salariale, qui est la prise en compte de tas d'autres questions. Alors, quand on a posé ces principes, évidemment, on ne va pas mettre en œuvre tous les principes à la fois, mais on va être guidé à tel ou tel moment par le respect de tel ou tel principe. Et il peut venir en contradiction avec telle ou telle action. Donc, c'est cette dialectique entre les principes qu'on a en tête, sur lesquels on est formé, pas formé, informé, et l'action concrète que l'on mène, qui fait qu'on se pose des questions. Quelques notions dans le service à la personne qui sont utiles, qui ne sont pas exactement des valeurs, mais des notions. Respecter les opinions, les valeurs, les croyances des bénéficiaires du service à la personne. Bien. Respecter l'intimité du bénéficiaire, ce qui est quelquefois difficile, parce qu'en croyant rendre service, on ne respecte pas l'intimité. Moi, j'ai vu des aides à domicile traiter des personnes âgées comme leur père, comme un pote, quoi, et les obliger à se déshabiller, à prendre la douche tout nu devant elle. Alors que le gars, il appelle après en disant « Mais j'ai pas dit non parce qu'elle est super, elle est sympa, mais quand même, je suis un homme, j'ai 80 ans, j'ai honte de mon corps, etc. » Et les questions comme ça sont pavées de bonnes intentions, elles peuvent poser des problèmes. Ensuite, il faut évidemment respecter les biens du client, hein, ça semble évident, ne pas accepter de dons, de cadeaux ou de procuration de la part du client. Il faut avoir une morale là-dessus qui soit très stricte.
Je peux raconter beaucoup de choses sur cette question-là. En tout cas, c'est une notion qu'il faut avoir en tête. Il ne faut pas prendre d'initiative relative à la prestation dans le service à la personne de son propre fait. Il faut l'autorisation de la personne lorsqu'on prend une initiative ou de son entourage, s'il est sous tutelle ou s'il n'est pas capable. C'est très compliqué parce qu'il faut naviguer entre créativité, initiative et respect. Et enfin, il faut faire preuve de la nécessaire discrétion à domicile. Un autre philosophe que j'aime bien citer, qui s'appelle Georges Simmel, et qui dit qu'il faut s'abstenir de tout connaître de l'autre. Et il faut s'abstenir de tout vouloir connaître de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'eumétrie, l'éeumétrie. Et c'est une forme de socialisation. Et c'est ce que vulgairement, dans les services à la personne, on appelle la juste distance. Elle est dure à trouver, mais elle doit être réfléchie. Évidemment, tout ça, c'est un travail, ça ne vient pas comme ça. Donc, j'en viens aux réponses institutionnelles existantes. Donc, je disais, elle est de plus en plus présente dans les agréments, dans les certifications, dans les procédures et dans les audits. C'est très impressionnant quand vous subissez un audit, que vous êtes un service à la personne un peu spécialisé. Évidemment, si vous faites que la vaisselle, le ménage, il n'y a pas de sujet, mais si vous travaillez dans l'autonomie ou autre chose. Ensuite, elle irrigue beaucoup la question de l'éthique, les managers et la presse professionnelle du secteur. Dans la presse professionnelle, la revue directeur, la revue l'Union sociale, tout ça, il y a des articles, en veux-tu, en voilà, des approches, en veux-tu, en voilà, et les managers aiment beaucoup, les directeurs, avoir ce mot à la bouche, même s'ils ne l'ont pas travaillé. Ensuite, comme je l'ai dit, la mise en place de comités éthiques dans les établissements commence à se développer. Et donc, assez peu dans les associations, mais ça commence. Et ensuite, il ne faut pas négliger au niveau national que s'il n'y a pas d'outils à proprement parler, il y a de très nombreuses ressources qui existent, qu'il faut aller chercher, qu'il ne faut pas sous-estimer et qui apportent beaucoup de choses. Donc je veux dire qu'il ne faut pas réinventer l'eau chaude, il ne faut pas croire qu'on a tout à redécouvrir. Il y a déjà énormément de travail qui a été fait dans des filières, dans des groupements d'associations, dans des organismes ad hoc, dans des programmes de chercheurs, dans des programmes, etc. Donc, l'éthique pour les professionnels qui interviennent à domicile, ça veut dire réfléchir sur les situations de travail. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation de travail? Confronter les dilemmes qu'on a eus. J'ai fait ça, j'aurais voulu faire ça, il m'a demandé ça, elle m'a demandé ça, avec d'autres professionnels. C'est très important, pas seulement soi-même, c'est-à-dire décloisonner, faire des groupes d'écoute, utiliser les cahiers de liaison. Ensuite, la prise en compte dans la certification d'un service à la personne. Pour un organisme, il doit avoir défini ses principes éthiques et les avoir diffusés au travers de documents à destination des salariés et des bénéficiaires. Tout le monde, pas seulement des salariés, pas seulement en interne. Il doit évidemment informer, sensibiliser les salariés au respect de ces principes, les former, et tout ça est vérifié quand vous avez des audits de certification. Voilà. Je terminerai donc, après ce balayage de ce que peut être l'éthique dans le service à la personne, par quelques pistes pour notre place en tant que collectif. Et quelques pistes que j'ai pensées à partir de là pour notre collectif. Le premier, c'est utiliser notre Café du Caire, qui a lieu 8 fois par an,
pour programmer 1 ou 2 sujets par an, sur l'éthique. Par exemple, on a fait un sujet qui était fait par Entraide sur les mots du bien vieillir, quel terme on utilise pour désigner le vieillissement, le vieux, etc. Ça rejoint l'éthique. Et en décembre, je vous incite à venir assister au topo au Café du Caire, qui sera animé par Yves-Claude Martin, qui a beaucoup bossé sur l'éthique de fin de vie. Il va nous faire un exposé qui sera enregistré d'ailleurs et rediffusé. Première chose, pour notre collectif d'éthique, je pense que ça serait bien, c'est bien de participer à un ou plusieurs comités d'éthique pour mettre en pratique notre vision, puisqu'on est censé avoir une vision différente, et pour progresser dans nos propositions d'amélioration du travail social. On a déjà eu une expérience dans un comité d'éthique d'hôpital, il faudrait peut-être revenir dessus, la restituer, et mieux, et puis on peut s'engager avec Entraide à domicile dans l'animation avec d'autres, dans l'animation d'un comité d'éthique qui est à constituer et qui aura lieu en 2026. Troisième axe, il faut se situer clairement pour le collectif dans le champ de l'action en direction des professionnels et pas s'inscrire dans la question du public, des citoyens et de la société. Il y a d'autres organismes et d'autres organisations de militance qui s'occupent de ça. Parce que sinon, on déplace l'axe de notre action et on devient finalement des militants globaux qui donnent leur avis sur l'évolution de la société, mais qui passent à côté de leur sujet. Le travail social, les travailleurs sociaux. Il faut vraiment se concentrer là-dessus, parce qu'évidemment, la facilité, c'est pérorer sur l'évolution de la société. Bon. Ensuite, il faut introduire un sujet difficile dans notre travail de collectif d'éthique, qui est le handicap. D'abord, c'est une grande cause nationale, mais en plus, elle nous oblige à étudier des questions qui émergent énormément. Par exemple, le validisme, qui est une notion critiquable et qui domine l'expérience des uns et des autres. Cinquième chose, je pense qu'il faut se confronter, et ça devait être l'objet ici d'une intervention entre nous, une troisième intervention, elle aura lieu plus tard, avec l'éthique de l'environnement, c'est-à-dire du développement durable, etc. Pourquoi? Parce que, d'abord, cette éthique-là, elle est très largement partagée. Vous pouvez parler à n'importe qui, le type au coin de la rue, le boulanger, etc. Il baigne à sa manière dans l'éthique environnementale. Il sait que c'est un sujet, etc. Si vous lui parlez de l'éthique dans le travail social, il va ouvrir des yeux comme ça, vous oubliez dans les 5 minutes et passer à autre chose. D'autre part, l'éthique de l'environnement, elle permet de faire progresser des valeurs éthiques qui, dès qu'on parle de l'humain, se brouillent. Elles deviennent très relatives. Oui, mais, je suis contre la peine de mort, mais si on tue mon fils, je tuerai la personne qui l'a tué. Enfin, ça se brouille dès qu'il s'agit de l'humain. Tandis que quand il s'agit du climat, du CO2, etc., les gens restent fermes sur des valeurs. Voilà. Donc, elle est assez intéressante. Et elle conduit à respecter des écosystèmes, c'est-à-dire des systèmes biologiques qui ont des relations entre eux. Il y a quelques affinités avec le respect des communautés, qui comprennent comment fonctionne une communauté d'êtres humains. Et enfin, le principe de responsabilité qu'on exerce soi-même quand l'autre n'est pas responsable,
qui est posée par Ange Jonas, c'est-à-dire c'est pas parce que toi t'éteins pas ton robinet que j'attends, bon militant, que tout le monde éteint le robinet et que là il y aura un changement. Non, j'éteins mon robinet moi-même. Et déjà j'ai un geste qui relève du principe de responsabilité. Et évidemment, l'aspect intergénérationnel inversé. C'est-à-dire, on passe son temps à parler du monde qu'on laisse aux générations futures. Parlons du monde que nous laissent les personnes âgées, de ce qu'elles ont fait. Étudions leur parcours de vie. Considérons-les jusqu'à leur fin de vie comme des personnes qui ont une utilité sociale, qui ont un rôle. Donc je dirais, c'est vraiment l'intergénérationnel qui nous conduit, si on analyse l'environnement, à comprendre les liens qui s'établissent. Et le dernier point que je me permets de poser sur la table, il est clair aujourd'hui, il faut commencer par nous-mêmes, si on veut faire de l'éthique. Et il faut enrichir notre composition. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes que des gens qui parlons au nom des travailleurs sociaux. Où sont les travailleurs sociaux autour de la table? Ils ne sont pas là. C'est un peu paradoxal quand même. Hein? Imaginez un syndicat qui parle au nom des salariés sans salariés. On est des formateurs, des directeurs, des instructeurs, mais les vrais travailleurs sociaux, on ne sait pas les associés avoir autour de la table. Et en plus, alors qu'on traite un sujet qui s'appelle le care, le prendre soin, qui, selon son acception théorique et philosophique, est largement porté par les femmes, nous sommes quasiment que des hommes autour de la table. Les femmes sont très rares dans notre collectif d'éthique. Donc je dis, si on veut parler d'éthique dans le travail social, commençons par nous-mêmes. Voilà. Frédéric, effectivement, un grand merci pour toute cette partie-là de l'éthique. Donc la proposition est bien la suivante, c'est que je puisse faire moi une autre présentation, un autre angle, une autre approche de l'éthique. Mieux vaut effectivement avoir ces deux approches avant d'entamer un débat avec vous de l'autre côté de votre écran. Donc moi, il me revient plutôt de parler l'éthique du travail salarié d'accompagnement socio-éducatif. Pourquoi? Parce que le travail de solidarité est exercé par des personnes dans le cadre d'institutions et dans le cadre du salariat. Donc il faut pouvoir en parler, il faut savoir s'il y a des biais qui peuvent s'exercer à un moment donné et pouvoir traiter de ces biais. Je reviens d'abord à titre d'introduction sur un rappel du principe fondamental de la modernité. Concernant la solidarité est l'affaire de la nation. Ça, c'est le grand bouleversement par rapport à l'ancien régime où il y a bel et bien de la solidarité, mais engagée et un peu plus selon les initiatives locales ou les pouvoirs locaux. On le sait, le démarrage exponentiel du travail social date d'après 1945 et cette volonté qui est plus jamais ça, et donc il faut commencer par être effectivement très solidaire. Cette solidarité instituée a besoin effectivement de définir son objet, sa mission, et partant de là, son éthique. Le paradoxe, c'est qu'il a fallu attendre très longtemps pour avoir une définition du travail social qui était une espèce d'en-soi. Ça se constituait, il y avait des dispositifs, mais quelle était effectivement la finalité et quelle était la mission. Alors, le décret du 6 mai 2017, ce qui est encore relativement récent, le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. On le voit, 3 axes. Bien sûr, pleine citoyenneté, il faudrait le définir un petit peu plus, et moi je n'hésite pas à dire que cette pleine solidarité passe par la reconnaissance de la singularité. J'ai le droit d'être singulier dans une société donnée. Bien sûr,
ma singularité est obviée et limitée par l'exercice à un moment donné d'une vie en société. On revient à cette notion de contrat social qui fonde là aussi la modernité. Donc, nous tirons notre légitimité en travail social du fait qu'on puisse essayer de respecter ces trois grandes dimensions. Donc, parler d'éthique en travail social, c'est en même temps qu'il y a une éthique vis-à-vis de la personne, comme tu l'as défendu, mais il y a aussi, à un moment donné, une éthique qui viendrait à voir, est-ce que l'institution travail social, par rapport aux trois axes de ses missions, est-ce qu'elle les remplit, est-ce qu'elle ne les remplit pas? En d'autres termes, est-ce qu'il y a des facteurs limitatifs ou invalidants de cette dimension-là? Nous avons commencé ici, au collectif pour une éthique en travail social, il y a quelques années, par publier un livre qu'on a appelé Alerte, où on est parti des témoignages de personnes qui observaient des choses contraires à l'éthique, qui étaient plutôt de l'ordre de la maltraitance que de la bientraitance. Et à partir de ce livre-là, nous avons réussi à faire une première approche, une première analyse en distinguant qu'est-ce qu'il en était dans le travail social entre l'inachevé et le menacé. Dans cette institution qui a démarré dans les années 45-50, qu'est-ce qui n'est pas encore mis en place, et d'un autre côté, qu'est-ce qui pourrait être menacé? Je ne donne qu'un seul exemple, les politiques d'austérité depuis le basculement de ce XXIe siècle. Donc l'inachevé et le menacé. Mais à l'intérieur de cet inachevé et ce menacé, peut-être qu'il faut arriver à mieux repérer encore des catégories limitatives ou invalidantes. J'ai essayé de faire ce petit travail que je veux partager avec vous de reconnaissance, de manière plus académique, on dirait une typification, hein, mais voilà. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut avoir comme regroupement de facteurs limitatifs? Alors, j'en ai trouvé 6 que je veux partager avec vous. 3 qui correspondent au travail social inachevé et 3 qui peuvent correspondre au travail social menacé. Dans ce travail social inachevé, je vais parler en premier de la professionnalisation ou du déficit de professionnalisation. Juste un rappel, 40% effectivement des encadrants en travail social sont non diplômés, avec donc un déficit de compétences. Et dans ce déficit effectivement de professionnalisation, on peut revenir sur des espaces où il y a insuffisamment de projets personnalisés, qui pourtant sont le garant de la singularité de la personne, où on gère un petit peu plus des flux en oubliant à un moment donné un peu plus la question de la singularité de la personne. Deuxième chose, c'est la déresponsabilisation. La déresponsabilisation peut nous toucher tous, hein. Tu parlais, Frédéric, à un moment donné, il y avait une responsabilité individuelle. Hein, c'est l'une des responsabilités. Mais il y a des fois où elle peut ne pas être exercée. Alors, le concept un peu plus sociologique de dissimulation généralisée, quand j'étais formateur, certains étudiants me disaient « Mais Éric, vous ne pouvez pas dire ça. Il n'y a pas une dissimulation généralisée. » Non, on entend par dissimulation généralisée qu'elle peut toucher tout le monde. Elle peut toucher aussi bien les cadres de direction que les opérateurs de terrain. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on veut bien parler de soi, de son action, mais est-ce qu'à un moment donné, s'il y a des dérapages, s'il y a de la culpabilité, est-ce qu'à un moment donné, on ne refuse pas de voir un peu plus cette responsabilité? Donc ça, c'est important qu'on soit en capacité de se dire, voilà, ce que j'ai fait, et j'accepte effectivement que mes actes ont des conséquences positives ou négatives. Donc il faut accepter cet examen de conscience, ce bilan-là. Je reviens juste sur une petite autre notion de sociologie, c'est la double boucle défensive, esquiver et masquer l'esquive. On tait un certain nombre de choses et on tait le fait que ça soit masqué. Un exemple tout bête, mais il y en a 100 000, c'est à un moment donné,
effectivement, une question n'est pas traitée lors d'une réunion institutionnelle, c'est l'esquive. Le masquage de l'esquive, c'est que le compte-rendu n'en fait pas suffisamment état, ou le compte-rendu est linéaire, il n'y a pas de relevé de conclusion, etc. Enfin, il y a un problème aussi de responsabilité individuelle, mais qui peuvent correspondre beaucoup de personnes. Enfin, dernier élément sur lequel je voudrais revenir, sur le travail social inachevé, il y a quand même toujours un positionnement de classe des encadrants. Et ça, on pourrait revenir sur, j'allais dire, la composition des conseils d'administration qui peuvent être à un moment donné avec une vision assez singulière et la fameuse question de la notabilisation. Bien sûr, je ne systématise pas, mais ça existe. Et il y a parfois des enjeux de prestige et de prestance qui font que pour un certain nombre de dirigeants, un certain nombre de choses, notamment quand il y a un manque d'éthique, peuvent être dues. Enfin, on peut revenir sur la question d'un déficit dans l'autogestion. Rappelons-nous Korczak qui avait créé à un moment donné, ce médecin polonais juif et polonais, qui avait créé un orphelinat pour les enfants. Le drame, c'est le départ de tous ces enfants dans les camps d'extermination quand les nazis ont envahi Varsovie. Mais au moment de ce départ-là, les 1400 règles avaient été données par les enfants elles-mêmes. Les adultes avaient qu'un droit de veto, mais c'est les enfants qui constituaient leurs propres règles. Et donc là, il y a une capacité à faire d'une pleine citoyenneté. Parce que quand on est dominé par le handicap, par des relations sociales, etc., c'est dès lors qu'on peut, à un moment donné, affirmer sa capacité à créer ses propres règles pour soi et collectivement. Donc les institutions globales, notamment les foyers, auraient beaucoup plus intérêt à créer une partie de leur projet sur la base, effectivement, de l'autogestion des personnes. Voilà, premier volet. Deuxième volet, un travail social menacé. Je vais me référer pour ça aux travaux de l'OCMA. L'OCMA, c'est l'Observatoire citoyen de la marchandisation des associations. Eux ont travaillé sur une réflexion par rapport à l'ensemble des associations. Nous pouvons nous emparer d'une partie de leur travail de réflexion, en n'oubliant pas non plus que notre collectif phonétique en travail social est adhérent effectivement à l'OCMA. La première des choses, c'est la question de la marchandisation. Je ne prends que deux exemples. La place terrible du privé lucratif. Il n'est de fait que de lire les 2 livres de Castanet consacrés aux crèches et voilà, aux EHPAD, et pour voir qu'à un moment donné, cette lucrativité-là a été jusqu'à être maltraitante pour se créer les conditions de ses revenus. Et il y a aussi dans le de la rentabilité. Et il y a aussi la question des fameux investissements à impact qui sont en train de se développer de plus en plus. C'est de se dire qu'à un moment donné, le secteur, faute de financement public, puisse retourner vers des financeurs privés qui attendent là aussi leurs éléments. L'OCMA a pu prouver que ça fait une culbute par 2 par rapport, quand il y a un financement à impact, ça fait une culbute par 2 par rapport à un financement public. La question de la managérialisation, c'est le fait qu'à un moment donné, il y a des indicateurs qui sont posés par le haut. Il faut sans doute de la spontanéité dans l'accompagnement des personnes, il faut peut-être des indicateurs. Mais si ces indicateurs sont créés par le haut, qu'est-ce que ça veut vouloir dire par rapport à la souplesse qu'on pourrait avoir si les personnes accompagnées créaient effectivement leurs propres indicateurs dans l'échange avec les encadrants de proximité. Et il y a la question, à un moment donné, de la répression. Il faut pouvoir le dire. Mais est-ce qu'il n'y a pas répression quand la parole est non instituante,
Vous savez peut-être déjà que nous, notre collectif, s'intéresse à la question de l'ombudsman, d'un médiateur particulier qui viendrait fluidifier, faciliter l'instauration de la parole. Pourquoi? Parce que ça manque effectivement dans notre secteur. Et puis, il y a une répression aussi plus dure et plus pure, malheureusement. Hein. Nous pouvons parler de maltraitance vis-à-vis des personnes accompagnées, mais nous pouvons aussi parler de malmenance d'un certain nombre de salariés, et notamment des salariés qui ont le plus de conscience, le plus d'éthique, et qui, sensibilisés en voyant des éléments non éthiques faits auprès des personnes, quand elles viendront s'élever pour dénoncer ces éléments-là, le simple fait qu'elles puissent interroger l'institution fait qu'elles peuvent être victimes à leur tour de malmenance. Alors, j'aurai, soit aujourd'hui, soit dans des jours à venir, puisque nous lançons quand même une réflexion sur l'éthique, est-ce que l'ensemble des membres de notre collectif ou des amis et sympathisants, on se retrouve dans ces catégories, ou est-ce qu'elles sont éminemment, par principe elles sont discutables, mais est-ce que ces 6 catégories nous aideraient à réfléchir, à mieux prendre en compte et en considération les différents biais qui peuvent arriver dans le secteur, ou il faudrait voir les choses un petit peu différemment? Et si on se retrouve dans ces catégories, où on se construit des catégories, comment peut-on en témoigner, faire évoluer les choses par rapport à ces 6 catégories limitatives dans notre secteur? Donc quelque chose de plus général, de plus transversal. Mais écoutez, pour ma part, j'en ai fini effectivement de ma partie. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir commencer à prendre vos réactions, vos questionnements, hein, et donc n'hésitez pas de l'autre côté de l'écran à pouvoir poser vos questions. Et donc, peut-être que je me tourne vers vous, Christian. Est-ce que vous voyez déjà des personnes qui manifestent en levant éventuellement la main virtuelle, le désir de prendre la parole? Pour l'instant, non. Lionel. Oui, donc déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Attendez, est-ce que je monte le son pour que vous... Voilà. Vous m'entendez bien? Là maintenant mieux, oui. Oui. Ah, d'accord, parce que je mettais ma main au mauvais endroit. Non, Alors, je suis désolé, je ne mets pas ma caméra parce que je viens d'avoir une opération des dents et je m'excuse de ne pas avoir pu venir en présentiel. Moi, ce que je retiens, c'est se mettre du côté des professionnels, en fait, ce qu'a dit Frédéric, c'est-à-dire rester dans le champ du travail social, des travailleurs sociaux et de leur point de vue, en fait. Parce que ce qu'on vit, moi, ce que j'ai beaucoup vécu dans mon travail, finalement, c'est des conflits éthiques, mais qui ne sont pas forcément de l'ordre de la maltraitance, qui sont liés, en fait, à la nature même du travail, en fait, en tant que professionnel. Puisque en fait on est confronté à des échecs et à de l'impuissance en fait et à un manque de moyens qui fait que en fait on est obligé d'accepter quelque part nous est-ce qu'on quelque part, moi, l'impression que j'avais, c'était je fais gober aux gens une réponse à leurs problématiques qui, moi, ne me satisfait pas. Si, par exemple, on prend le problème du logement, j'avais l'impression, moi, quand j'accompagnais des gens sur une problématique de logement, de me foutre de la gueule du monde, en fait. C'est-à-dire que les solutions qu'on avait étaient tellement minimales par rapport à l'ampleur des besoins que j'avais l'impression de leur faire avaler une couleuvre, en fait. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Oui, c'est très clair. Voilà. Et pour moi, c'était le problème éthique principal, c'est-à-dire quelle solution on apporte réellement aux gens par rapport à ce manque de moyens, en fait.
Et donc j'avais l'impression de les embarquer en fait dans un processus très sélectif, où les gens ne sont pas responsables des critères dans lesquels ils rentrent. Et enfin moi ça me posait vraiment un problème éthique, parce que pour moi, quelqu'un qui dort à la rue, c'est inacceptable en fait. Voilà. Donc mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être résolu, parce qu'il faudrait une volonté politique et faire remonter en fait les solutions du terrain en fait. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire par rapport à ce que vous avez dit. Merci. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire émerger des solutions et faire remonter pour qu'il y ait une cohérence dans une politique qui réponde aux problèmes des gens, en fait. Je ne sais pas si je suis clair, là, par contre. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est témoins des problématiques des gens, et comment faire remonter ces problématiques de terrain pour faire émerger une politique publique qui va répondre à ces problèmes, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, manque dans le travail social, en fait. Que j'ai essayé de résoudre en faisant de l'ingénierie sociale, et où j'ai vu qu'en fait l'ingénierie sociale n'avait pas de débouchés vraiment d'ingénierie. En fait, c'est des débouchés de cadre, mais pas d'ingénierie sociale en fait. Lionel, un grand merci. Je pense que Frédéric voudrait prendre la parole pour te répondre partiellement à ta question. Il y a quelqu'un d'autre qui intervient? Il faut que tu... Mais je vais l'éteindre. Ok. Oui, allô? Alors, Je sais pas si on m'entend. si on vous entend, vous êtes Stéphanie. Stéphanie va intervenir. Non, il y a quelqu'un qui va intervenir? Oui, Stéphanie. Eh ben, qu'elle Oui, intervienne. Stéphanie. Ok. Alors moi, Allez-y. c'était juste un ensemble de réflexions par rapport à vos deux introductions. Je vous en remercie. Moi, c'est vrai que quand j'avais eu l'intitulé et puis l'écrit, j'avais pris un autre angle sous l'éthique, mais c'est peut-être aussi du fait, lors de ma place comme Lionel, d'ingénieur social, et la place de directrice que j'occupe aujourd'hui. Moi, je me suis questionnée sur l'éthique en management et la marge de manœuvre. Et la question de l'éthique et ce rapport qu'on rencontre tous entre la manière dont on pratique la norme. Quand je parle de normes, c'est-à-dire les lois, les règles, les process, et travailler dans une organisation, on est toujours soumis à cet ensemble de contraintes normatives qui fait aussi la fonction et la mission des différents acteurs qui interviennent, donc avec les lois, les normes, et la manière, effectivement, la manière contrainte, ce caractère de l'obligation. Voilà. Et je trouvais que voilà, la question de la liberté au cœur de l'éthique, pour moi, elle était en tout cas essentielle. Ça rejoint aussi peut-être effectivement ce que vous allez dire, mais c'est vrai que je me posais la question de l'éthique comme management qui était au cœur, parce que ça découle aussi de des acteurs et la façon dont on va pratiquer les normes et dont on se situe. Voilà, pour moi, c'était... et en tout cas, la question de l'obligation est intéressante d'un point de vue éthique, car elle met immédiatement, je trouve, entre tension la problématique, en fin de compte, de quel rapport j'entretiens avec ces obligations-là. Autrement dit, la question de la liberté. Et je pense que c'est peut-être là l'enjeu majeur de la question de l'éthique. Comment on articule effectivement la tension que moi, je crois productive entre liberté et norme et le caractère d'obligation. C'est comment nous, en tant que manager, en tout cas, on va la faire vivre, mais aussi au sein de, effectivement, la société où il y a toujours voilà, ces frontières et ces limites. Alors moi, c'est vrai que je vous rejoins aussi sur la citation en tout cas de Ricoeur, voilà, parce que c'est pour moi le cœur de l'éthique. Mais j'avais pris une autre citation, moi, de Ricoeur, que je crois connaître par cœur. C'est un texte qui s'appelle « Avant la loi morale éthique » dans l'encyclopédie Universalis.
si je peux me permettre de la citer, il disait « On peut appeler éthique cette odyssée de la liberté à travers le monde des œuvres. Ce voyage de la croyance aveugle, je peux, à l'histoire réelle, je fais. » C'est-à-dire que l'éthique, ça serait cette odyssée, cette trajectoire un peu tumultueuse, faite de détours, de variations, de complications. On ne sait pas où on va quand on va dans l'odyssée. Et le chemin parcouru est voilà, au gré des aléas, des rencontres qui vont déterminer finalement de nouvelles variations et trajectoires. En fait, ce que dit Ricoeur, je pense, c'est que l'éthique, c'est d'abord cette variation de la liberté. La liberté va être d'abord le cœur même de la question éthique. En fait, pour moi, l'éthique, en tant que dirigeant ou manager, c'est pas la conformité à la norme. Elle est d'abord cette question de la liberté qui va rencontrer de la norme et des règles et du process, et l'enjeu de la liberté, dont l'autre nom, j'allais dire, peut s'appeler que, j'allais dire, décision, va être de réussir de passer du je peux ceci, je peux cela, où nous pouvons faire ceci, comme ça, à l'histoire réelle, je fais, c'est-à-dire nous actons quelque chose qui va devenir au fond la nouvelle condition des possibles pour les différents acteurs qui auront à le vivre. Voilà, c'était différentes en tout cas réflexions, j'en ai d'autres, mais c'est en tant que manager et au niveau de l'éthique et finalement au niveau de la société, cette question de la liberté, d'obligation et de contrainte et cette marge de manœuvre dans laquelle on doit jouer. C'est-à-dire pour y jouer, j'allais dire, ce terrain de jeu, on doit savoir où on se situe. Alors souvent dans les organisations, les sociétés, il y a ce qu'on appelle l'organigramme, qui permet de savoir où on se situe. Mais en même temps, savoir où on se situe, enfin de délimiter notre périmètre, ça permet effectivement de travailler avec les autres, et que chacun ait une valeur ajoutée. Mais voilà, que c'est compliqué parce que finalement, ça revient à se poser la question de la finalité et le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, les organisations, les associations arrêtent la machine en se posant la question de la finalité, de où on va ensemble? Moi, souvent, on me dit, par exemple, moi je suis en protection de l'enfance, on me dit la finalité, c'est la protection de l'usager. Et je leur réponds, ok, so what? C'est-à-dire, ça veut dire, enfin voilà, c'est ce que ça veut dire, ce que ça sous-entend. Donc, et ce temps-là, apprendre à déconstruire, à comment on construit ensemble, avec des possibles différents, parce qu'il y a forcément des conflits d'interprétation, et heureusement qu'il y a des conflits d'interprétation, mais comment on va ensemble vers cette trajectoire, et comment finalement on définit ensemble j'allais dire, comment ça fonctionne, s'il y a un enjeu de fabrication, j'allais dire, et comment on va ensemble vers cette finalité qu'il faudrait creuser, en tout cas sur les périmètres propres et les périmètres partagés, pour pouvoir définir effectivement cette question de l'éthique. Voilà, c'était ma réflexion, tout ce que ça m'a amené en tout cas, mais c'est plus effectivement sur ce critère de l'éthique en management et la marge de manœuvre possible. Ben merci Stéphanie, effectivement c'était important d'avoir cette approche-là par rapport à la question du management. Une mise en tension entre liberté et normes nécessite bien sûr de pouvoir parler énormément et discuter et de mettre en discussion au sein des équipes de travail les finalités. Et on est tellement dans le faire, dans l'urgence, et une urgence parfois qui sert à masquer ces finalités. Moi j'ai aussi une réflexion sur ce qu'on appellerait la logique d'attribution. On va désigner à quelqu'un sa mission par l'intitulé du poste. Éric Denoyel, vous êtes affecté au groupe 5. Et qu'est-ce que je fais au groupe 5 avec les personnes qui y sont? Et donc ça, c'est terrible d'avoir un déficit, effectivement, de réflexion sur les finalités. Et ça veut dire aussi peut-être qu'une partie de l'éthique, c'est la création des règles sur les règles. C'est-à-dire, quels sont les espaces où on peut réfléchir, les espaces où la parole est instituante, pas simplement parler, mais faire en sorte que la parole puisse s'inscrire dans un processus d'élaboration. Et ça, mon expérience de 45 ans dans le travail social montre un gros déficit, effectivement. On attribue les choses, il y a un étang en soi, un allant de soi, comme disent les sociologues, mais pouvoir définir ce qu'on fait et comment la parole à un moment donné de chacun, en commençant par celle de la personne, par effectivement les travailleurs sociaux de proximité, comment ça peut être repris et instituant. C'est aussi une des grandes limites actuelles du travail social. Très bien, je vois qu'il y a pas mal de choses qui émergent, qui nous orientent vers une réflexion globale. Il y en a une que je voudrais ajouter,
parce que je l'observe depuis un long moment, c'est la question du travail au sens large. Si vous regardez l'évolution du travail dans notre société, c'est devenu maintenant un système d'aliénation qui est beaucoup plus vécu comme tel qu'à l'époque des grandes mobilisations salariales ou syndicales. Aujourd'hui, il y a la fuite du travail, il y a ce qu'on appelle les phénomènes de grande démission, il y a refus. Et dans le travail social, ça prend un aspect que je ne sais pas analyser comme il faut, c'est le refus de la relation salariée et la fuite vers la relation interindividuelle. Aujourd'hui, vous avez 2 millions de personnes qui travaillent dans le service à la personne, vous en avez 1 million qui sont les employés directs, ce qu'on appelle particulier employeurs, de la personne assistée. Elles n'ont aucune médiation salariale. Et puis vous en avez 500 000 qui ont une médiation qu'on appelle mandataire, c'est-à-dire on fait des contrats, on aide à ce que ça se passe bien et qu'on paye, mais on n'intervient absolument pas sur le salarié. Donc le salarié est seul dans le travail social. Et la tendance est de plus en plus celle-là, chez les aides-soignantes, chez les employés à domicile, chez les paramédicaux, chez les etc., etc., etc. Avec au mieux la constitution de cabinets à 5 ou 6 pour faire face aux difficultés. Si vous regardez le cœur de la mobilisation des Gilets jaunes, qui sont par exemple les employés à domicile, hein, que défendait notre ami François Ruffin, ce sont quasiment tous des employés individuels. Ils sont l'employé, ils n'interviennent pas dans une structure collective. Ils n'ont pas de collègues avec qui se confronter, ils n'ont pas de syndicat auquel se raccrocher, ils n'ont pas de négociation globale, donc ils se tournent évidemment immédiatement vers l'État. C'est l'État qui va les prendre en charge. Ce qui est très nouveau par rapport à notre expérience de ce qu'est le salariat, de ce qu'est la lutte des travailleurs, ce qu'est le rôle des syndicats. On voit émerger dans le travail social des nouvelles formes de travail qu'il nous faut analyser. Voilà. Et qui ne sont pas que négatives. Alors, comment vous voulez mettre en œuvre une éthique autre que personnelle? Quand vous êtes 1 million de personnes qui est sous contrat avec la personne âgée ou la personne handicapée, direct, vous sortez de là, vous rencontrez personne, vous parlez avec personne, personne n'est capable d'analyser votre situation. On peut juste vous obliger de temps en temps à aller dans un endroit collectif si vous êtes assistante maternelle, pour qu'on soit sûr que les enfants ne sont pas trop maltraités. Mais donc, il y a une articulation qu'il va falloir analyser en matière de formation, progression de l'éthique, pour ne pas raisonner avec des catégories qui datent d'il y a 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une association prestataire, vous pouvez former vos salariés, on peut râler en disant comment ils ne sont pas formés, etc. Quand vous êtes dans le système d'un emploi individuel, une relation de contrat domestique, quel effet levier? Comment vous intervenez? La formation, d'accord, très bien. Une fois qu'ils ont le diplôme, ils travaillent 30 ans sans se retourner en formation. Donc, j'aimerais aussi qu'on aborde cette question-là pour sortir de la vulgate traditionnelle de l'interpellation syndicale ou salariale. Y a-t-il d'autres prises de parole de la part des personnes derrière leur écran?
Bon, il y avait quelque chose par rapport à la marchandisation. Parce que je crois qu'il ne faut pas jeter justement par rapport à ce que dit Frédéric, le bébé avec... enfin, faut pas jeter, comment on dit, le bébé avec l'eau du bain. Enfin, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat social, ça peut être quelque chose de très éthique aussi, en fait. Parce que justement, on se positionne pas en tant que salarié, mais en tant que prestataire, et on est libre dans la relation, en fait. Et on peut se positionner de manière très éthique en faisant de l'entrepreneuriat social, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vais te faire une réflexion à brûle pour point, hein, Lionel. Il y a peut-être à distinguer les personnes qui s'engagent à titre comme ça, à un moment donné, dans l'entrepreneuriat social, mais il faut peut-être aussi voir ce qu'il en est, à un moment donné, dans la marchandisation des fonds d'investissement. Quand on parle, par exemple, des impacts sociaux, c'est quand même bel et bien, à un moment donné, des banques qui viennent faire de l'investissement dans un secteur du social en attendant du retour. Donc, distinction peut-être très forte à faire entre les personnes qui, à titre individuel, veulent entreprendre parce qu'elles estiment qu'elles ont leur capacité et apporteront quand même un savoir-faire, une éthique personnelle, et à un moment donné, la nécessité de faire de la rentabilité. Donc, moi, la nuance, elle est plutôt là. Mais sur la question des entrepreneurs sociaux, effectivement, il y a peut-être à considérer la place, à un moment donné, du travailleur indépendant. Voilà. C'est pas l'entrepreneur social, le travailleur indépendant. Une association, loi de 1901, ça peut être un entrepreneur social. Quelqu'un qui est un individu qui établit un contrat avec une personne, il faut tirer la notion vraiment très loin pour le définir comme entrepreneur social. C'est là que commence la difficulté. Voilà. Je prends un exemple d'éthique, par exemple, très concret, que j'ai discuté, moi, avec, au moment des Gilets jaunes. La porte-parole de l'aide à domicile, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, la grande rousse blonde, revendiquait le fait que l'État prenne en charge les dépenses d'essence et de déplacement. Or, dans l'essentiel du travail social, toutes les entreprises, associations, etc., cette dépense est prise en charge, non pas par l'État, mais par l'entreprise. C'est-à-dire, quand j'ai discuté avec elle, elle m'a dit, mais parce que je n'ose pas demander à la personne âgée de payer les frais de transport. Sauf que c'est dans le contrat. Et donc, où est l'éthique là-dedans? Il y a éthique ni de sa part, ni de la part de la personne âgée. Elle ne peut pas défendre ses droits. Et tout ce qu'elle trouve à faire, c'est s'asseoir dessus, et pourtant c'est la leader s'asseoir dessus et dire, l'État, prenez en charge. Bon, moi je suis pour un revenu universel, donc ça ne me pose pas de problème que l'État paye un revenu universel, mais pas de cette manière-là. Tu vois, bon, mon entreprise ne me paye pas mes primes, l'État paye moi mes primes. Donc il y a quand même quelque chose qu'il faut creuser, hein, avant de valoriser l'entrepreneuriat social individuel. Mais je trouve qu'il y a des choses très positives dans le fait de refuser le travail salarié, de devenir auto-entrepreneur, très très positives. Mais comment tu traites les questions d'éthique là-dedans? D'éthique, de revenus, de compteurs. C'est là que c'est difficile. Christian, vous auriez voulu intervenir vous-même? Volontiers. Je vais revenir sur l'intervention de Frédéric, où il a parlé de déontologie et que ce n'était pas une éthique. Et
Stéphanie a dit que répondre à des normes, c'est pas éthique. En fait, la déontologie, c'est l'éthique de normes, mais qui s'applique via des normes, des procédures qui ont été créées, énoncées, édictées par des pairs, PAIR. Mais c'est bien, il en faut quand même des normes, c'est important d'avoir des règles, d'avoir des normes. Mais, comme le disait Stéphanie, chaque personne qu'on a en face de soi est singulière. Et on peut pas, elle ne rentre pas dans les cases qui ont été édictées par les normes, par la déontologie de la profession. Donc qu'est-ce qu'on en fait de ces personnes-là? Donc ça s'appelle la téléologie. La théologie, c'est-à-dire que on prend en compte la singularité des gens. Mais ça veut dire aussi, comme le disait Frédéric, qu'on prend des responsabilités. Et quand on prend des responsabilités, en fait, on s'expose. Et quand on s'expose, on prend des risques. Donc, c'est plus confortable, c'est vrai, de rester derrière la déontologie. Au moins, s'il y a un problème, on ne viendra pas me le reprocher. Je dirais, moi, j'ai répondu aux normes qui sont édictées pour ma profession. Donc, on ne peut rien me reprocher. Alors qu'effectivement, si on sort de la déontologie et qu'on essaye de tenir compte des singularités des personnes avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on agit, puisque moi l'éthique c'est la morale en action, donc avec lesquelles on agit, on pourra toujours vous reprocher « Ah, mais pourquoi tu as fait ça La déontologie, tu es en dehors de la déontologie. » Donc effectivement, moi je pense que la majorité des gens sont dans la servitude volontaire. Voilà. C'est-à-dire que c'est plus confortable, effectivement, de respecter les règles, de respecter les normes et de ne pas trop s'engager de peur de subir certaines conséquences. Et pour dire là-dessus, oui. Je pense que la réponse, moi, que je trouve à cette tension qu'il peut y avoir entre le respect des normes et la question de l'éthique, c'est ce que Ricoeur amène face à cette tension, c'est la sagesse pratique. C'est-à-dire que lorsque les normes, les règles viennent en tension au point que il est difficile de prendre position, et bien à un moment donné, c'est la visée de la diable. Oui, en un mot, il y a une dimension pour prendre toute la mesure de l'éthique qui est celle de la sagesse pratique. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire pour rebondir sur ce qui venait d'être dit juste avant. Il y a également ce que disait Stéphanie qui était extrêmement intéressant sur moi ce que j'appelle la libre obligation, c'est-à-dire que cette tension qu'il y a entre la liberté et l'obligation. Différence à faire entre l'obligation et la contrainte. D'ailleurs, terme qu'a utilisé Stéphanie à certains moments, on est pris dans des contraintes, on est pris par des contraintes. Ça c'est le cadre qui peut être posé quand par exemple on anime une équipe. Mais ça offre la liberté, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un cadre, on dégage des points de liberté et c'est à l'intérieur de ce cadre qu'on peut développer se sentir l'obligé de l'autre. Et se sentir librement l'obligé de l'autre fait que on peut développer un lien, une relation qui soit éthique, c'est-à-dire qui soit caractérisée par pour reprendre le terme de Ricoeur, le souhait d'une vie accomplie, la visée d'une vie bonne avec et pour les autres. Voilà, enfin bon, j'essaie pas de pas partir dans tous les sens, de pas trop développer, mais voilà quoi. Oui, tout à fait. Bien. Un petit complément que je donnerais volontiers, effectivement,
l'éthique va plus loin que la déontologie, mais dans notre secteur, la déontologie qui a le plus secours, c'est celle effectivement des assistantes sociales, puisqu'elles ont un code de déontologie que défend leur organisation nationale, l'ANAS. Et ce code de déontologie doit avoir une quarantaine d'articles. Et j'avais eu l'opportunité, moi, de dire aux autres professionnels du secteur, vous pouvez aussi vous inspirer effectivement de ce code de déontologie, parce que même si c'est des règles et qu'elles sont codifiées et que l'éthique va plus loin que ce qui est codifié, mais néanmoins, ça permet toujours de s'inspirer. Par exemple, si on est dans une réunion institutionnelle et que vient à être posée à un moment donné la question du manque d'intimité des personnes accompagnées, la parole de la personne qui porterait ce point éthique en discussion est beaucoup plus forte si elle dit, conformément à l'article, je ne sais plus le numéro, mais du code de déontologie. C'est pour ça que on parlait depuis tout à l'heure de dialectique, de finesse, de mise en tension. Les choses, effectivement, sont dans des dichotomies fines. Et parmi ces dichotomies fines, je pense que voilà, c'est déjà un premier point de pouvoir s'appuyer parfois sur ce code de déontologie des assistantes sociales. Et de plus, et peut-être le ferai-je paraître sur notre site très bientôt, un autre philosophe qui s'appelle Jesus avait mis les 10 points du travailleur social. Donc, finalement, c'est tout un environnement où, à travers différents textes, on pourrait étayer la discussion. Le principal étant bien sûr de se mettre d'accord à l'intérieur d'une institution, à l'intérieur d'une équipe, en dialogue aussi avec les personnes accompagnées, mais retrouver des points d'ancrage, et pourquoi pas s'appuyer et faire circuler beaucoup plus souvent ces textes qui peuvent être des textes fondateurs ou d'appui. À ce stade de la discussion, je vous propose qu'on arrête le débat général sur l'éthique et qu'on passe, il est 19h20, 10 minutes à discuter de qu'est-ce qu'on voit comme conséquence pour l'activité de notre collectif. Parce que on peut continuer indéfiniment à explorer les questions. Bon, le débat est enregistré, il sera envoyé sous forme vidéo, et puis je me chargerai de le retranscrire par écrit. En plus, on a des interventions qu'on va pouvoir envoyer. On a une contribution de Philippe Pétry qui a été envoyée déjà aux participants. Il y aura 3 contributions écrites, plus l'enregistrement que vous recevrez. Donc, on aura l'occasion d'explorer de manière plus approfondie les choses. Je vous propose que maintenant, on discute quand même 10 minutes de ce qu'on fait dans le collectif d'éthique dans le travail social. Et c'est le seul point d'ordre du jour. Il n'y en avait pas d'autres. Voilà, et comme ça, on peut lâcher tout le monde dans un quart d'heure. Voilà. Il me semble que le cœur des choses, c'est soutenir les travailleurs sociaux dans leurs conflits éthiques, en fait. C'est-à-dire, dans un cadre professionnel, on vit des conflits éthiques. Et comment aider les travailleurs sociaux par rapport à ces conflits vécus? Je pense... Pardon, excuse-moi. Finis ta phrase, je t'en prie, Lionel. Je t'en prie. Voilà, j'ai fini en fait. Oui, j'avais envie de te poser une petite question. Je pense que dans ton intervention de l'instant, tu redonnes très bien l'enjeu. Mais est-ce que tu élabores, est-ce que tu vois un début de piste justement pour répondre à cet enjeu que tu poses? Eh bien, c'est déjà en parler, c'est avoir un espace où en parler. C'est vachement important. Et élaborer des réponses. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les politiques sociales. Faire remonter
ces conflits, quelque part, ils expriment, ils pourraient... c'est des points de focalisation qui expriment une politique publique potentielle et faire remonter les conflits que les travailleurs sociaux vivent, les faire remonter et les exprimer en politique publique que le collectif développerait ou soutiendrait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Moi, je trouve que l'idée de se saisir des questions éthiques qui sont posées dans le travail social, c'est une bonne idée. De toute façon, c'est notre sens. Mais je pense qu'il faut quitter le terrain interindividuel. On n'a pas les forces, on n'a pas les moyens. On voit bien qu'ici, on est 2 à la réunion. Donc je me demande qui va passer 2 heures dans une semaine à s'occuper de ça. Par contre, trouver 1 ou 2 expériences de comités d'éthique auxquelles on participe dans les associations ou les organismes environnants en proposant notre candidature, ça peut être intéressant. Moi, je préside Entraide à domicile. En 2026, je vais créer un comité éthique, un comité d'éthique dans cette structure qui est petite, elle a 30 salariés, c'est pas énorme, elle intervient auprès des personnes âgées. Je propose que le collectif d'éthique en travail social soit un des membres, il faudra qu'il désigne quelqu'un, un des membres de ce comité éthique. Il y en aura d'autres, il y en aura 4 ou 5 personnes. Et je propose que chacun d'entre nous cherche autour de nous une structure, un comité éthique, où on puisse participer. Parce que l'idée comme ça de recevoir des gens qui ont envie de parler de l'éthique, franchement, c'est pas notre boulot. Hein. On n'est pas... Si on avait la dimension des petits frères des pauvres, des Maüs ou de la CIMAD, je dirais oui. Mais regardez, on est 5 autour de la table. Voilà. Donc, je pense que l'idée est bonne, mais il faut qu'elle soit médiée par une participation à un comité d'éthique. Nous avons déjà une petite expérience d'un comité, effectivement, d'éthique pendant 2 ans à peu près. Ça s'est arrêté à la demande de la direction qui a été mise en place, mais c'est vrai qu'on peut soulever un certain nombre de questions. Il y a des questions, puisque c'était dans un EHPAD, qui ressortent, j'allais dire, de la morale humaine, la question de fin de vie. Et puis il y a des questions aussi liées à l'institution et qui avaient peut-être un petit peu bloqué à l'époque, c'est que l'institution avait un peu de mal à profiter des questions soulevées par ce comité d'éthique pour pouvoir amender, améliorer ses pratiques. Mais je te rejoins, Frédéric, c'est de manière tout à fait concrète, ces comités d'éthique, des lieux qu'on peut investiguer, dans lesquels on peut rentrer, et puis faire part effectivement de nos réflexions. Moi, je voudrais dire 2 petites choses. Vous m'entendez ? Oui, très bien, Philippe. Alors, d'abord, je trouve que ça serait extrêmement intéressant, je ne sais pas de quelle manière, mais de récupérer le chat qui a été... le texte qui a été mis par... alors, pardon, hein, je vais peut-être écorcher le prénom, Noiret, Nala, c'est ça le prénom ? Oui, c'est bien Noiret. Parce que c'est une... Ce qu'il dit sur Ricoeur et l'articulation entre morale et éthique, enfin bref, tout ce qui a été dit à travers son texte est vraiment très bien. C'était le premier point. Le deuxième point, l'idée de soutenir les travailleurs sociaux, voire de participer à des comités éthiques, ok sur le principe. Maintenant, je pense qu'il faudrait donner un tout petit temps quand même pour bien se caler sur quelle pourrait être notre
place et surtout le type d'action qu'on pourrait avoir. En vous écoutant et en disant tiens, soutiens les travailleurs sociaux, quand il y a un conflit avec des travailleurs sociaux, je me disais mais attendez, un conflit, est-ce que participer à un comité d'éthique, c'est participer à un comité qui permet d'identifier de quoi relève le conflit? Est-ce que c'est un problème de fonction, de place, de déontologie, de valeur? Ou à quel moment est-ce qu'on aide à différencier, dissocier, identifier les difficultés et pour ensuite mettre en perspective quelque chose de constructif à partir du conflit dans une dimension éthique? Qu'est-ce que ça serait que de participer à un comité éthique? Moi, je ne sais pas si j'ai été clair. Pas clair. En fait, il manquait aussi peut-être une petite information. Noiret, tu es en ligne, Noiret? Parce qu'on parlait du texte de Noiret. Oui, je suis en ligne. Oui, Noiret, et ton texte, tu l'avais fait parvenir dans l'après-midi, c'est ça? Ouais, c'est ça, je le renvoie là. Je n'avais pas vu. Parfait. D'accord, parce que moi et Frédéric avons consulté nos propres mails un peu plus tôt et on ne l'avait pas vu. D'abord, content de t'entendre. Merci pour ta contribution. Par contre, on en prendra connaissance un petit peu plus tard. D'accord, très bien. Hein, par contre, là où je te rejoins aussi, Philippe, c'est que il faut, en fonction de ces contributions, bien sûr, on va les mettre en ligne. Bien sûr, Christian, très amicalement, va nous aider à faire une synthèse visuelle de tout ce que nous avons échangé. Mais il faut qu'on travaille sur le contenu fin pour arriver à savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. L'avantage de la proposition de Frédéric, en parlant de travailler à partir des comités d'éthique et y participer, c'est que ça fait quelque chose de tout à fait tangible. Je rappelle aussi que notre idée de faire, et ça sera fin d'hiver, début du printemps, un colloque sur la question de l'ombudsman, le médiateur en cas de conflit, et aussi une avancée que nous voulons faire sur cette question-là. L'éthique, à un moment donné, c'est aussi une résolution du conflit en trouvant la meilleure voie, pourquoi pas la sagesse pratique dont on faisait état par rapport à Ricoeur. Mais oui, il y a de la conflictualité, la vie de la conflictualité, il ne faut surtout pas la nier, ce qui arrive parfois trop dans un certain nombre de lieux, et nous, notre axe, c'est de pouvoir travailler sur la résolution du conflit. Ouais, mais... Ouais. Pardon. Moi, je rejoins Philippe, je le voyais aussi un peu comme ça, c'est-à-dire, est-ce que c'est ouvrir un espace et soutenir les professionnels qui vont, dans ce conflit d'interprétation, en tout cas dans le conflit d'interprétation, trouver ensemble, si le but c'est de trouver ensemble par les espaces de dialogue, de la parole qui traverse l'autre, est-ce que c'est trouver ensemble des modalités qui vont leur permettre de s'ajuster dans les interprétations pour réussir finalement quelque part à permettre que ce qui est vécu de l'intervention qui leur est commandité soit d'un point de vue porteur d'avenir pour les différents acteurs qui vont être pris dans ce parcours et dans cette trajectoire. Enfin, voilà, il faut que ça soit signifiant aussi, porteur de sens. Donc, moi, je pensais que c'était ça, c'est un moment, effectivement, du conflit d'interprétation. C'est une espèce de guidance, en tout cas, et de trouver l'ajustement dans ces modalités qui mènent à ça. Moi, je rejoins un peu le point de vue de Philippe aussi là-dessus. Il y a effectivement quelque chose à creuser de ce côté-là. Hein. Ben, si tu veux, moi j'ai un petit pas de côté, je fais un petit pas de côté par rapport à cette question éthique. C'est vrai que moi je parle d'éthique relationnelle parce que ce qui m'intéresse c'est comment est-ce que on travaille la question du sens de notre action et l'éthique relationnelle pour moi elle se caractérise, enfin, elle s'appuie sur toute cette articulation entre comment je fais avec le souci que j'ai de l'autre, mais également l'attention que je dois avoir à moi-même. Comment est-ce que je fais avec la part de liberté qui est présente dans mon action, mais en même temps la dimension où je me sens aussi l'obligé de l'autre pour nourrir la question du lien
la question de la relation et donc la question derrière du sens et de la visée. Donc comment je m'y prends pour justement viser cette vie bonne avec et pour les autres dans ce mouvement où j'articule toutes ces dimensions entre elles dans un espèce d'équilibre aussi entre le donner et le recevoir. Et tout ça, c'est profondément relationnel et c'est un petit peu cette dimension de l'éthique, moi, qui m'intéresse tout. C'est-à-dire comment permettre éventuellement à des personnes de réfléchir un peu avec cette grille de lecture pour pouvoir dire, mais oui, en fait, c'est essentiel de se sentir, d'assumer sa responsabilité, ce qui a été dit tout à l'heure, de prendre ce risque-là, de s'engager dans la relation avec un autre, de se planter, de se réguler, de voir ce qui a fonctionné, pas fonctionné, enfin voilà, c'est un petit peu tout ça qui m'intéresse. Et c'est oui, ça... oui, moi aussi, comme toi, Philippe, c'est-à-dire comment on vient réinventer le cadre, en fait. Mais oui, c'est comment... En valeur ajoutée avec tout le sens, mais réinventer les cadres avec les valeurs ajoutées de chacun et tout le sens de la relation. Moi aussi, je trouve ça assez... Ouais. En tout cas, comment une fois que le cadre est posé et qu'il est clair, et qu'on vérifie que le cadre est bien clair, que ce ne sont pas des questions de cadre, de place de chacun qui font qu'éventuellement ça peut être conflictuel ou dysfonctionner, ou en tout cas l'identifier clairement comme ça, pour, une fois que cette question elle est réglée, on puisse s'atteler à la question du sens, de faire ensemble et comment on s'y prend ensemble dans une attention éthique à l'autre. Voilà, c'est ça un peu pour moi l'enjeu. Mais... Le petit problème, là je sors du débat théorique, c'est qu'évidemment on est à peu près tous intéressés par cette relation interindividuelle, puisque c'est le sens de notre approche militante. Le seul petit problème, c'est qu'on n'a aucun contact, aucun lien, aucun réseau. C'est-à-dire quand on est... qui va venir nous voir? Quels sont les contacts qu'on a? Quelle légitimité on a à venir dans un EHPAD et dire « Tiens, vous avez des problèmes, venez parler avec moi, tiens, etc. » Moi, je propose, Eric, il est même plus formateur à l'IRTS, donc il n'a même pas un public, enfin, je veux dire, on est dans une situation... on a récupéré la fusion avec une association qui travaille sur le burn-out, mais on n'a personne pour l'instant. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'essayer de reconstruire une petite légitimité qui nous permette d'aller à l'abordage des gens, etc., à travers 2-3 choses. Il faudra en rajouter d'autres. La première, c'est des webinaires, c'est-à-dire qu'on essaye de se construire un public sur ce type d'exposé. Peut-être c'est mauvais, peut-être on est trop long, peut-être on prend mal les choses, mais on a 2 outils. On a le Café du Caire, qui est plus attractif, qui peut avoir une vingtaine de personnes, 25 différenciées, et on a ce type de réunion enregistrée, diffusée, etc. Ça s'appelle des webinaires. On peut avoir des dizaines de travailleurs sociaux que ça intéresse d'explorer quelque chose sans nous confier leur sort. Parce que là, il ne faut pas croire que quelqu'un va venir nous voir en disant « Tiens, j'ai des conflits, je vous confie mon sort ». Donc, et deuxièmement, de participer à 1 ou 2 expériences éthiques instituées, c'est-à-dire où on n'est pas seul face à un salarié ou face à un travailleur social. Dans un comité d'éthique, il y a 5 personnes, 6 personnes, c'est un travail collectif, etc. Et puis le troisième, on l'a imaginé, c'est d'éditer une lettre tous les 2 mois qui aborde un certain nombre de questions. On a un site internet et petit à petit, parce qu'on part vraiment de minimum, petit à petit, peut-être être 10 quand on fait nos réunions, peut-être être 30 ou 40 quand on fait un Café du Caire, aborder des questions différentes, essayer d'inviter des participants qui ne soient pas
les vieux barbons militants qui connaissent tout sur tout, etc. etc. C'est ça mon idée, moi, c'est lancer un petit peu plus le collectif d'éthique. C'est une structure précieuse, elle a un champ qu'elle a défini qui est passionnant, mais enfin, elle est un peu hors sol, comme on dit dans l'agriculture. Donc, je peux intervenir? Oui, je vous en prie. Alors, alors moi je suis Christian, je suis là un peu par hasard, hein, puisque j'ai rien à voir avec vous, a priori. Donc je connais Frédéric depuis un peu plus d'1 an. Il m'avait invité, enfin en fait c'est moi qui lui avais proposé de faire une captation vidéo de la présentation de économie et politique, de la sortie du dernier... Écologie, pardon, et politique. Et donc, après, j'ai fait 3 ou 4 captations d'événements organisés par Frédéric. Mais en fait, moi, l'éthique, c'est quelque chose qui m'a intéressé il y a 5 ans, en fait. Et j'ai suivi, là, ces 3 dernières années, 3 formations à l'espace éthique Île-de-France, dispensées par l'université Paris-Saclay. Donc 2 DU, un DU sur l'éthique du numérique dans la santé, un DU sur l'éthique dans la santé, le soin, la société, et un Master 1 dans l'éthique dans le soin, la société et la recherche. Voilà. Et donc, l'éthique, c'est un sujet qui m'intéresse et que qui continue à m'intéresser. Donc, plusieurs choses. Moi, j'organise aussi des rencontres et débats sur des thèmes de société. J'en ai organisé, alors avec ma compagne, plus de 300. Ma compagne est décédée il y a 2 ans, mais je continue. Le prochain, ce sera sur l'intelligence artificielle, que je ferai d'ailleurs dans un lieu que connaît Frédéric, à la Fondation Lucien Paille, à la Cité universitaire, où je vais inviter une philosophe, Anna Lambert, qui a travaillé, qui était très proche de Bernard Stiegler, philosophe du numérique, justement. Et ce que je fais, c'est je fais des vidéos. J'ai commencé par filmer mes rencontres et débats, et après, j'ai fait des séminaires, des colloques, des forums, des interviews, etc., etc. Et j'ai une chaîne YouTube qui aujourd'hui a plus de 1250 vidéos en fait, de séminaires, de colloques, de présentations comme on vient de faire ce soir. Et j'ai comme abonné, j'ai aujourd'hui, enfin oui je crois que c'est ce matin, j'ai vu ça, 9980, non pas 9900, 9890 abonnés. Donc j'approche des 10 000. Donc moi je peux vous aider en participant, en diffusant, disons déjà vos séminaires, vos colloques sur le sujet. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, je suis aussi relativement actif et je participe à d'autres associations. Et j'ai des amis qui travaillent dans le soin, dans le care. Donc j'ai 2 auteurs, 2 amis médecins qui sont en train de préparer un ouvrage sur la paire-aidance. Donc ça c'est un sujet que vous avez abordé ce soir. Et je pense que vous avez, d'après les interventions que j'ai entendues, vous avez certainement beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et donc je proposerai à mes amis de vous interviewer et de parler de votre association justement, dont le but c'est l'aidance, la paire-aidance. Voilà. Ça c'est le premier sujet. Et j'ai une autre amie qui est sociologue et qui a sorti un ouvrage récemment sur comment les médecins accueillent, disons, les patients. Bien souvent, on parlait de singularité. Il y a des patients qui ont des mots un peu bizarres, on ne sait pas trop où, qui ont du mal à s'exprimer, et le médecin les envoie parfois, c'est dans votre tête, allez voir un psy, c'est psychosomatique, etc. Donc
Elle vient pareil, j'ai présenté son bouquin là, il y a 15 jours. Et elle est en train d'écrire un deuxième bouquin sur le dilemme. Donc ça m'a fait penser quand Lionel disait qu'il était désarmé devant des questions qu'on lui posait, auxquelles en fait normalement il devrait être là pour y répondre, mais en fait il ne peut pas y répondre parce qu'il n'a pas la possibilité. Donc voilà, moi si je peux vous aider dans votre démarche de la manière dont je viens de vous proposer, ce sera avec plaisir. Voilà. Merci. Merci à vous, surtout Christian, c'est vraiment aimable de faire cette proposition-là. On arrête ? Est-ce qu'il y a encore une personne ou l'autre qui désirerait prendre la parole ? Bon. Mais moi, le petit mot de la fin que je voudrais bien dire, un grand merci bien sûr à tous les participants. Je pense qu'on a eu des échanges très forts. Passer maintenant de la question telle qu'on a pu en débattre entre nous à qu'est-ce que peut incarner le collectif. Il y a eu un certain nombre de pistes. Il faudra que le collectif puisse y revenir. Mais si déjà nous pouvons avoir la participation régulière des personnes qui ont participé aujourd'hui, ça serait génial, et on ne manquera pas de revenir vers vous, et ne serait-ce que pour vous présenter les bilans, le montage déjà de la journée d'aujourd'hui. Hein. Donc moi je ferai 2 montages en fait, hein. Un montage avec la présentation, voilà, et puis le deuxième, là je pourrais mettre en public. Oui. Voilà. Et deuxième montage avec autour de votre association. Voilà. Que là, je mettrai aussi sur YouTube, mais en non répertorié. C'est-à-dire que seuls ceux qui auront le lien pourront y accéder. D'accord, très bien. En tout cas, je voulais simplement dire que moi, j'aurais pas pu être là ce soir, et le fait que ce soit en visio, c'était vraiment une belle opportunité, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, Christian. De rien, faut remercier Frédéric. Merci beaucoup en tout cas, c'était très intéressant la soirée. Alors vous recevrez 3 textes, on va les renvoyer, le texte de Philippe Pétrier, le mien qui est écrit, hein, le texte de Eric qui est écrit aussi, donc tout ça vous pouvez le recevoir rapidement. La vidéo, on verra, tu prends ton temps, tu l'as fait... Avant la fin de la semaine, c'est ça. Ah bon, alors, c'est génial. Quelle réactivité, Christophe, c'est merveilleux. Avant la fin de la semaine, voilà. Et on utilisera le site internet, évidemment, pour ça. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Il faut émerger tout ça. Eh bien, merci. Et je vous incite, sera diffusé aussi le compte-rendu du Café du Caire sur les nouveaux enjeux de la parentalité dont j'ai fait la transcription. C'est un Café du Caire très intéressant sur la question. Voilà. Tu parles de la parentalité. Il est prévu qu'en 2026, j'organise une soirée, une rencontre justement sur le thème du féminicide, mais aussi des maltraitances des enfants, dont on parle beaucoup moins, mais qui existe quand même relativement beaucoup. Alors là, c'est pas tellement la maltraitance, c'est dans un quartier politique de la ville où il y a des fortes précarités, inégalités sociales. C'est comment on peut aider les parents à accompagner l'éducation de leurs enfants face à des tas de choses qui manquent. Donc c'était un exposé passionnant, et donc voilà, on fait le compte-rendu. Bon, et bien on arrête. Tout à fait, merci à tout le monde, merci de votre présence, et à très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup, bonne soirée, merci. Bonne soirée, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir. Vous pouvez manger les gâteaux. Maintenant, oui. Recording stopped. Je te donne le compte-rendu, tiens, de ce Café du Caire. Eh bien, c'est très bien. Ouais, écoute, ça a été de...